L'odeur d'antiseptique était mon linceul et mon foyer. Elle était devenue aussi intrinsèque à mon existence que l'air que je respirais, un parfum âcre qui s'accrochait à mes cheveux, à ma peau, aux fibres bon marché de l'uniforme bleu devenu ma seconde peau. Pour les autres, c'était l'odeur de la stérilité, de la maladie contenue. Pour moi, c'était l'arôme amer doux du rêve qui m'avait été volé. Chaque mouvement de la serpillière sur le linoléum poli du couloir du 5e étage de l'hôpital central était un écho de ce que je devrais être en train de faire. Au lieu de manier un scalpel, je maniais un manche en aluminium. Au lieu d'ausculter des cœurs, j'écoutais le grincement des roues de mon chariot de nettoyage. J'étais le docteur Anna Bergman, diplômé avec mention, la première de ma promotion, désormais réduite à une ombre invisible qui garantissait que les vrais médecins ne glissent pas dans des flaques de café renversées. L'ironie était si caustique qu'elle me brûlait parfois la gorge. Si vous aimez ce genre d'histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à nous aider à grandir. Je vous remercie pour tout votre soutien. Mon territoire, mon domaine non officiel, était le service de soins intensifs et de patients de longue durée. C'est ici que les cas les plus complexes, les plus désespérés, venaient attendre. Attendre une guérison, un miracle, ou simplement la fin. Et c'est ici qu'il était. Chambre 512, Marcus Schneider. Pour le monde, un nom synonyme de pouvoir, d'innovation numérique, un milliardaire qui a bâti un empire de cybersécurité à partir de rien. Pour l'équipe de l'hôpital, il était le patient de la 512, un diagnostic sur un dossier, un corps en état végétatif persistant après un événement neurologique soudain et dévastateur. Pour moi, il était une énigme qui criait en silence, et moi, la femme de ménage, j'étais la seule qui semblait l'entendre. Pendant des mois, ma routine était la même. J'entrais dans sa chambre, le son léger de mes chaussons en caoutchouc étant le seul à perturber le bourdonnement rythmique des machines qui le maintenaient en vie. L'air y était différent, chargé du silence d'une vie en suspens. La chambre était luxueuse, privée, avec une immense fenêtre donnant sur les jardins de l'hôpital. Mais l'opulence ne faisait qu'accentuer la tragédie. Il gisait immobile dans son lit. Le visage qui avait un jour commandé des salles de réunion était maintenant un masque passif, les yeux constamment fermés. Les spécialistes entraient et sortaient, des noms célèbres, des sommités en neurologie, cardiologie, médecine interne. Il regardait les moniteurs, lisait les graphiques, secouait la tête d'un air de solennité professionnelle et repartait, ne laissant derrière eux que l'écho de leurs chaussures chères et le verdict tacite du désespoir. Mais je voyais plus. Ou peut-être, n'ayant pas la pression d'un diagnostic à défendre ou d'une réputation à maintenir, j'étais libre d'observer, vraiment. Pendant que je vidais la poubelle, je remarquais comment la lumière du soir, en tombant sous un angle précis, provoquait un tremblement presque imperceptible de sa paupière gauche. Alors que je passais une lingette humide sur le rebord de la fenêtre, je voyais comment ses doigts, que tous considéraient flasques et inertes, se contractaient imperceptiblement lorsqu'un oiseau chantait plus fort dans le chêne dehors. Une fois, j'ai accidentellement renversé un flacon métallique. Le son aigu et soudain n'a pas provoqué le sursaut attendu, mais j'ai vu, avec une clarté qui m'a coupé le souffle, une légère tension parcourir le muscle de sa mâchoire. C'étaient des choses minuscules, millimétriques, que les examens de routine, les évaluations de 30 secondes de l'équipe soignante n'enregistreraient jamais. C'étaient des incohérences. Et en médecine, les incohérences sont la clé. J'ai commencé à emporter un petit carnet dans la poche de mon uniforme. J'y notais tout. La date, l'heure, le stimulus, la réponse. 14 avril, 15h04, changement de lumière direct du soleil à l'ombre, contraction de la pupille droite plus lente que la gauche d'environ une demi-seconde. 22 avril, 8h17, bruit du chariot de médicaments dans le couloir, légère flexion du petit orteil gauche. 3 mai, 11h30, odeur du nouvel désinfectant à base de pain. Modification du rythme respiratoire sur le moniteur de 14 à 16 cycles par minute pendant exactement 12 secondes. Les médecins voyaient un plateau, une ligne droite de dégénérescence. Moi, je voyais des fluctuations,
des pics et des creux d'activité neurologique subtile qui ne correspondaient pas à un cerveau mourant. Ils correspondaient à un cerveau sous attaque, un cerveau qui luttait désespérément pour communiquer à travers une tempête. Mes nuits étaient consumées par les recherches. Dans mon petit appartement, entouré de livres de médecine que je refusais de vendre, je me plongeais dans des articles, des études de cas, des forums sur les maladies rares. Le diagnostic officiel était vague. Lésion anoxique cérébrale d'étiologie indéterminée. Mais ça n'avait aucun sens. L'IRM montrait une inflammation, oui, mais pas la nécrose généralisée attendue. L'électroencéphalogramme était anormalement lent, mais pas plat. C'était comme si le système d'exploitation du cerveau était intact, mais qu'un virus agressif bloquait tous les programmes. Et c'est alors que je l'ai trouvé. Une poignée d'articles, la plupart d'Europe et du Japon, décrivant une affection obscure, facilement confondue avec des états végétatifs ou des maladies psychiatriques aiguës. Encéphalite auto-immune. Plus précisément, une forme rarissime causée par des anticorps qui attaquaient les récepteurs GABA-B dans le cerveau. Les récepteurs GABA sont comme les freins du système nerveux. Ils le calment, le régulent. Si des anticorps attaquaient ces freins, le résultat serait un chaos électrique, une tempête de cytokines. Les symptômes décrits dans les articles étaient un miroir de mes notes. Fluctuations de conscience, réponses autonomiques bizarres, mouvements subtils et involontaires. Et le plus important, c'était traitable. Avec une immunothérapie agressive, les patients pouvaient récupérer, pouvaient revenir. La connaissance brûlait en moi comme une fièvre. J'avais la clé, j'en étais presque sûr. Mais qu'aurais-je pu faire? Entrer dans le bureau du directeur de l'hôpital et dire « Excusez-moi, l'agent d'entretien du 5e étage a un diagnostic différentiel pour votre patient milliardaire que 10 des meilleurs spécialistes du pays n'ont pas réussi à trouver ?» J'aurais été ridiculisé, humilié et, sans aucun doute, licencié. J'aurais perdu mon seul accès à Marcus. Mon seul accès à cet environnement que, malgré tout, j'aimais encore. La peur me paralysait. Qui étais-je pour défier la sagesse établie? Une médecin ratée, une paria. Le souvenir du docteur Albright, mon superviseur pendant mon internat, me hantait encore. J'avais remis en question son diagnostic dans un cas d'appendicite suggérant une maladie ovarienne rare. Il m'a publiquement humilié devant toute l'équipe. Finalement, j'avais raison, mais mon audace m'a coûté une recommandation. J'ai été qualifié de difficile, insubordonné. Personne ne voulait embaucher une interne qui ne connaissait pas sa place. Et maintenant, ma place était derrière un chariot de nettoyage. Ce matin-là, mardi, l'air au 5e étage était différent, plus dense, plus lourd. Une agitation de costumes coûteux et de voix graves émanait de la salle de conférence principale. Je savais ce que c'était. La réunion finale sur le cas Schneider. La famille, les avocats et le conseil des 10, comme je les avais surnommés dans ma tête. 10 esprits brillants réunis pour signer un arrêt de mort. Mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes. J'ai continué mon travail, poussant le balai avec une fureur contenue, la tête baissée, les oreilles en alerte maximale. La porte de la salle de conférence était entr'ouverte et les voix fuyaient dans le couloir stérile. Toutes les voies thérapeutiques ont été épuisées, a déclaré une voix que j'ai reconnue comme étant celle du docteur Behrens, un neurologue de renom, avec un ego de la taille d'un hôpital entier. Les examens sont concluants. La dégénérescence est progressive et irréversible. Et votre avis est unanime? A demandé une autre voix, plus tranchante, moins médicale. Robert Adler, le bras droit de Marcus, le gardien de l'Empire. Un homme dont le regard froid semblait calculer le rapport coût-efficacité de chaque respiration. Il y a eu un murmure d'accord, un chœur de condamnation. Malheureusement, oui, il n'y a plus rien à faire. Ce n'est plus qu'une question de temps et de maintenir la dignité du patient. Maintenir la dignité. La phrase m'a frappé comme un coup de poing. Leur dignité était d'éteindre les machines, de fermer le livre, de déclarer la fin du jeu. Mais qu'en était-il de la dignité de se battre? La dignité de chercher une réponse jusqu'à la dernière seconde? Mon carnet dans ma poche semblait peser une tonne. Mes observations, mes recherches, ma conviction, étaient-elles rien?
L'image du tremblement de la paupière de Marcus a brillé dans mon esprit. La contraction de son doigt. C'étaient des signes d'un homme pris au piège, criant à l'aide de la seule manière qu'il pouvait. Et ils allaient simplement le laisser se noyer. C'est à cet instant que quelque chose en moi s'est brisé. La peur, l'humiliation, des années à me sentir invisible, tout s'est évaporé, remplacé par une clarté glaciale et furieuse. Il ne s'agissait plus de ma carrière ruinée ou de mon orgueil blessé. Il s'agissait d'un homme condamné au silence éternel parce que personne n'était disposé à entendre son murmure. Mon corps a bougé avant que mon esprit ne puisse assimiler la folie de ce que j'étais sur le point de faire. J'ai laissé tomber la serpillière avec un bruit sourd sur le sol. J'ai marché dans le couloir, mes chaussures en caoutchouc produisant un son déterminé sur le linoléum. Ma main, tremblant à peine, a poussé la lourde porte en bois de la salle de conférence. Le silence a été instantané et absolu. 10 pères Dieu, plus ceux de Robert Adler et d'un avocat que je ne reconnaissais pas, se sont tournés vers moi. 10 visages qui exhalaient le pouvoir, l'intelligence et une irritation mal dissimulée d'avoir vu leur réunion de haut niveau interrompue par la femme de ménage. J'étais au centre de l'arène. L'odeur de javel m'annonçant, mon uniforme bleu criant son inadéquation au milieu de leur costume de marque. Le docteur Behrens a été le premier à parler, la voix ruisselant de condescendance. « Alors, si vous cherchez les toilettes, elles sont au bout du couloir, à droite. » Quelques rires étouffés. J'ai senti mon visage brûler, mais j'ai gardé le menton levé. Mon regard ne s'est pas fixé sur lui, mais a balayé la salle, cherchant une seule faille dans le mur de scepticisme. Robert Adler s'est penché en avant, les yeux comme des éclats de glace. « Que signifie ceci? Qui vous a laissé entrer ici ?» Ma voix est sortie, étonnamment ferme, coupant l'air tendu. Je m'appelle Anna Bergman. J'ai fait une pause, laissant le nom planer. Je n'ai pas ajouté « docteur », pas encore. Je nettoie cet étage. Et j'écoute, et vous avez tous tort au sujet de Marcus Schneider. Un choc a parcouru la salle, suivi d'une vague d'incrédulité et de sarcasme. Behrens a lâché un rire court et cruel. « Ah, vraiment? L'équipe de nettoyage offre maintenant des seconds avis? Qu'est-ce qui suivra? Le personnel de la cafétéria va lire les IRM? Il n'est pas dans un état végétatif dégénératif, » ai-je continué, ma voix gagnant en force à chaque mot. La conviction surpassant la peur. Je ne me suis pas adressé à Behrens, mais à la salle entière. Les signes ne sont pas cohérents. Il y a des fluctuations, des réponses neurologiques subtiles à des stimuli externes qui ne correspondent pas à votre diagnostic. Réponse neurologique ou spasme réflexe aléatoire, s'est moqué Behrens, se tournant vers ses collègues. Je crois que nous savons faire la différence. Je sais la différence entre un réflexe du tronc cérébral et une réponse corticale latente, ai-je rétorqué, et l'utilisation de la terminologie correcte les a fait taire pendant 1 seconde. La surprise sur leur visage a été un petit aperçu de victoire. « Je l'ai vu. Qu'avez-vous vu exactement ?» a interrompu Adler, la voix dangereusement calme. « Pendant que vous vidiez les poubelles ?»« Exactement, » ai-je répondu, le regardant droit dans les yeux. Pendant que je vidais les poubelles, que je nettoyais la fenêtre, que je passais plus de temps dans cette chambre que vous tous ces 3 derniers mois, j'ai remarqué un schéma suggérant une tempête auto-immune et non une mort cérébrale. Je crois qu'il souffre d'une forme rare d'encéphalite limbique, plus précisément d'une encéphalite à anticorps antirécepteurs GABA-B. Je prononçais le nom de la maladie avec la précision d'un chirurgien faisant une incision. Le silence qui suivit fut différent. Il ne s'agissait plus seulement de choc. Il y avait une pointe de confusion, de désorientation. L'hypothèse était si spécifique, si hors de leur champ de vision, qu'ils ne surent comment réagir pendant un instant. Behrens retrouva son calme le premier. « C'est du grand n'importe quoi, une fantaisie sortie d'un blog internet. Sécurité !» cria-t-il en regardant vers la porte. Adler leva la main, le faisant taire. Son regard restait fixé sur moi, froid et calculateur, mais quelque chose avait changé, une étincelle de curiosité. Ou peut-être évaluait-il simplement les dégâts potentiels d'un scandale. « Avez-vous des preuves pour cette
Théorie extraordinaire? Ou est-ce simplement le fruit de l'imagination de quelqu'un qui lit trop de dossiers médicaux qu'il ne devrait pas? La question était un piège, une arme à double tranchant. Mais c'était aussi une porte, une petite fente de lumière. Ma main glissa dans la poche de mon uniforme, mes doigts trouvant la couverture usée de mon carnet. À l'intérieur se trouvaient mes preuves, des mois d'observation méticuleuse. Mon âme, ma carrière et la vie de Marcus Schneider, tout contenu dans ces pages quadrillées. Le poids de ce petit carnet était immense. « J'ai mes notes » dis-je, la voix basse, mais résonnant dans le silence de la salle. Les yeux de tous suivirent ma main, tandis qu'elle reposait sur ma poche. Le mépris était toujours là, dans la courbe des lèvres de Behrens, dans la posture rigide des autres médecins. La méfiance était un mur sur le visage d'Adler, mais au milieu de tout cela, j'ai remarqué un regard différent. Venant du docteur Hartmann, un homme plus âgé, aux cheveux grisonnants, qui jusqu'alors était resté silencieux au coin de la table. Il ne souriait pas, ni ne se moquait. Il m'observait avec une intensité silencieuse, la tête légèrement inclinée, comme un scientifique face à une anomalie inattendue. Dans ce regard, je ne vis pas de moquerie. Je vis une question, et dans cette question, pour la première fois depuis longtemps, je vis une chance. La main sur ma poche, sur le carnet qui était simultanément mon accusation et ma défense, semblait soudée à mon uniforme. La salle de conférence, auparavant un panthéon de dieux de la médecine, s'était transformée en tribunal. J'étais la seule témoin, avocate et accusée, tout à la fois. Le cri de Behrens pour « sécurité » résonnait encore dans l'air, un témoignage de sa certitude outrée. Mais le regard du docteur Hartmann était un contrepoids. C'était le regard d'un véritable scientifique, celui qui comprend que le plus grand obstacle à la connaissance n'est pas l'ignorance, mais l'illusion de certitude. « Attendez, » dit Hartmann, sa voix calme, mais avec un ton d'autorité qui coupa l'hystérie de Behrens. Il ne s'adressait pas à moi, mais à Robert Adler. Un instant, avant de chasser Madame Bergman de la salle, j'aimerais comprendre. Madame a pris des notes? Il me regarda enfin. La question était simple, directe. Une bouée de sauvetage au milieu d'un océan de mépris. Oui, docteur, répondis-je, ma voix un peu rauque. Quotidiennement. Montrez-moi. L'ordre était doux, mais inquestionnable. Le docteur Behrens souffla. Franz, pour l'amour du ciel, tu vas vraiment donner du crédit à cette mascarade? C'est une femme de ménage avec des idées de grandeur. Hartmann se tourna lentement vers Behrens, et pour la première fois, je vis une lueur d'acier derrière sa façade bienveillante. Et vous, Klaus, vous êtes un neurologue qui, depuis 3 mois, signe un dossier qui dit « sans anomalie ». S'il y a une chance sur 1 million que quelque chose ait été négligé, c'est notre devoir, notre obligation jurée d'enquêter. Maintenant, asseyez-vous et écoutez. Behrens recula comme s'il avait reçu une gifle, le visage rouge de fureur et d'humiliation. Le silence revint, mais cette fois, c'était un silence expectant. Les mains tremblantes, je sortis mon carnet de ma poche. C'était un objet bon marché, avec une couverture en carton souple, tachée à certains endroits par des produits de nettoyage. Il semblait ridicule sur la surface en acajou poli de la table de conférence, à côté des tablettes et des classeurs en cuir. Je l'ouvris. Tout a commencé avec les pupilles, commençai-je, trouvant la première annotation pertinente. Le dossier décrit une réponse pupillaire lente mais symétrique. Mais ce n'est vrai que sous une lumière artificielle constante. J'ai observé qu'en fin d'après-midi, lorsque le soleil entre directement par la fenêtre, puis est bloqué par l'aile ouest du bâtiment, la pupille gauche se contracte visiblement plus vite que la droite, une anisocorie transitoire. Ce n'est pas un réflexe du tronc cérébral. Cela suggère une dysfonction des voies supérieures, possiblement au mésencéphale. Je continuais, tournant les pages. Ma voix devint plus assurée à chaque phrase. Je ne parlais plus comme la femme de ménage. J'étais le docteur Bergman, présentant un cas. Ensuite, les mouvements. Vous avez tout classé comme myoclonie, spasme post-anoxique, mais ils ne sont pas aléatoires. Il y a un schéma. Ils répondent à des stimuli auditifs spécifiques, pas au bruit général, pas aux voix de la télévision, mais à des sons spécifiques, de haute fréquence, le chant d'un oiseau, le tintement du métal,
et la voix humaine, lorsqu'elle est chuchotée. Je m'arrêtais et je les regardais. Quelqu'un ici a-t-il déjà essayé de chuchoter à M. Schneider? Le silence fut ma réponse. Je l'ai fait, et lorsque je le fais, j'observe une contraction soutenue, d'1 à 2 secondes, du muscle extenseur de l'auriculaire droit. C'est reproductible, et ce n'est pas une myoclonie. Je les ai guidés à travers mes semaines d'observation. La modification de la fréquence respiratoire en réponse aux odeurs. La façon dont la texture d'un drap neuf plus rêche semblait causer une légère augmentation de la rigidité de son cou. C'étaient des détails qu'eux, avec leur visite chronométrée et leur confiance dans les moniteurs, ne verraient jamais. Je peignais le portrait d'un homme présent et non absent. Tout cela, ai-je conclu en fermant mon carnet, pointe vers un état d'hyper-excitabilité neuronale paradoxale. Le cerveau est bombardé par des stimuli internes, ses propres anticorps, et ses réponses au monde extérieur sont fragmentées, déformées. L'encéphalite à anticorps antirécepteurs GABA-B expliquerait chacune de ces anomalies. L'inflammation que vous avez vue sur l'IRM, l'EEG lent, et le plus important, cela nous donnerait une voie à suivre. Robert Adler, qui avait tout écouté avec une immobilité prédatrice, a finalement parlé. Une voix, et laquelle? Une prise de sang, ai-je répondu, et une analyse du liquide céphalorachidien, pour rechercher l'anticorps spécifique. S'il est là, nous pouvons commencer l'immunothérapie, plasmaphérèse, immunoglobuline, corticoïdes. Nous pouvons arrêter l'attaque. Klaus Behrens a explosé. C'est de la folie. Ce test n'est même pas standard. Cela prend des semaines. Nous devons l'envoyer à un laboratoire spécialisé à Munich, à cause de la fantaisie d'une observatrice attentive, a complété Hartmann, calmement. Il s'est levé et a pris mon carnet, le feuilletant avec un respect qui m'a fait brûler les yeux. La logique est solide. L'hypothèse, bien que lointaine, correspond aux faits présentés mieux que la nôtre. Et le risque de tester est nul. Le risque de ne pas tester, il a laissé la phrase mourir dans l'air. Il a regardé Adler. Monsieur Adler, la décision finale vous appartient, conjointement avec la famille. Mais ma recommandation médicale, à partir de maintenant, est que nous demandions le test pour l'anticorps anti-GABAB immédiatement. Excluons toutes les possibilités. Adler a regardé Hartmann puis moi, son visage un masque indéchiffrable. Il calculait les probabilités, les coûts, l'humiliation potentielle contre la faible possibilité d'un miracle. Pendant un long moment, j'ai pensé qu'il allait rire et me renvoyer. Au lieu de cela, il a lentement hoché la tête, une seule fois. Faites le test. Les jours qui ont suivi ont été un purgatoire. J'ai été informé par une administratrice de l'hôpital, sèchement, de suspendre mes fonctions de nettoyage jusqu'à nouvel ordre. Je n'ai pas été licencié, mais j'étais dans les limbes, oscillant entre l'invisibilité et une notoriété indésirable. Les infirmières et autres employés me regardèrent de travers dans les couloirs. J'étais la femme de ménage qui se croit médecin, une anecdote, un conte pour avertir. J'ai passé la plupart de mon temps dans mon appartement, relisant les articles, tourmenté par le doute. Et si je me trompais? Et si tout n'était que coïncidence, le fruit de mon esprit désespéré, cherchant des schémas là où il n'y en avait pas? Le poids de ce que j'avais fait, de l'espoir que j'avais insufflé, menaçait de m'écraser. Le 3e jour, mon téléphone sonna. C'était le docteur Hartmann. « Anna », dit-il, et l'emploi de mon prénom me surprit. « Monsieur, Adler est d'accord pour que vous soyez là. Votre intuition pourrait être utile. Veuillez venir à l'hôpital. Vous pouvez rester dans la chambre de Monsieur Schneider si vous le souhaitez. Observez simplement. » C'était une concession extraordinaire. Je retournai au 5e étage, non pas avec un uniforme bleu, mais avec mes propres vêtements. Je me sentais étrange, exposé. J'entrai dans la chambre 512. La seule différence était une chaise supplémentaire près du lit, placée là pour moi. Je m'assis et le silence de la chambre me sembla différent. Ce n'était plus le silence de l'attente de la fin, mais le silence de l'anticipation. J'y passais des heures. Je lui parlais, pas comme les infirmières, avec leurs phrases joyeuses et professionnelles. Je lui parlais comme à une personne. Je lui racontais la réunion, ma théorie, le test à venir. « Marcus », murmurai-je, me penchant près de lui.
mon instinct me disant d'utiliser le ton que j'avais noté dans mes observations. « Je sais que tu es là. Ils ne me croient pas. Certains pensent que je suis folle, mais je t'ai vu, je te vois. Si tu peux m'entendre, s'il y a une partie de toi qui peut lutter, tu dois me le montrer. Tu dois le leur montrer. » Je pris sa main droite. Elle était chaude, mais flasque, la peau sèche. N'importe quoi, Marcus. Un petit signe. Je fermai les yeux, concentrant toute mon énergie, tout mon espoir, sur le point de contact entre ma peau et la sienne. Et puis, cela arriva. Ce fut presque rien. Un tremblement, un battement d'ailes de papillon sous sa peau sur son petit doigt, si subtil que je crus l'avoir imaginé. Mais ensuite, je le sentis de nouveau. Une faible pression, volontaire, contre ma paume. Mon cœur s'emballa. Je haletais, les yeux s'ouvrant brusquement. Je regardai sa main, puis son visage serein. « Marcus ?» murmurai-je, la voix tremblante. « C'est toi qui as fait ça ?» Rien. Mon esprit s'emballa. Aurait-ce été un spasme? Ma propre imagination? Non, c'était différent. Il y avait de l'intention. Je me levai et courus vers la porte, manquant de percuter une infirmière. « Appelez le docteur Hartmann et le docteur Behrens. Maintenant, dites-leur de venir dans la chambre 512. C'est urgent. » L'infirmière me regarda avec alarme et méfiance, mais quelque chose dans ma voix la fit obéir. Quelques minutes plus tard, Hartmann et Behrens entrèrent dans la chambre. Le premier avec une expression de préoccupation curieuse, le second avec un air d'ennui et d'irritation. « Que se passe-t-il maintenant, Madame Bergman ?» demanda Behrens. « Il a eu une convulsion ?»« Non, répondis-je, la voix tendue. Il a répondu. » Behrens leva les yeux au ciel. « Nous avons déjà vécu ça. Des spasmes réflexes. »« Ce n'était pas un réflexe, » insistai-je, me tournant vers Hartmann. « Docteur, je vous prie, regardez. » Je me suis approché à nouveau du lit, l'adrénaline me parcourant les veines. Mon avenir, ma crédibilité, tout se jouait en ce moment. J'ai repris la main de Marcus. « Marcus », ai-je dit, ma voix résonnant dans la chambre silencieuse. « Ils sont là, ils doivent voir. S'il te plaît, recommence. Serre ma main. » Le monde a semblé s'arrêter. Les deux médecins observaient, leurs regards fixés sur nos mains jointes. Le bourdonnement du moniteur cardiaque était le seul son. 1 seconde. 2, 5. Le visage de Behrens commença à se tordre dans un sourire méprisant. Mon cœur s'est écroulé. Je m'étais imaginé. J'avais tout gâché. Puis, sous les yeux de tous, le petit doigt de Marcus s'est contracté. Puis l'annulaire. Lentement, faiblement, mais de façon indéniable, sa main s'est refermée sur la mienne. Ce n'était pas un spasme. C'était une pression. Le menton de Behrens est tombé. Il a fait un pas en avant, les yeux exorbités d'une pure incrédulité. Hartmann a lâché une respiration qu'il ne savait pas qu'il retenait. Il m'a regardé et sur son visage se lisait une stupéfaction respectueuse. « Mon Dieu !» a-t-il murmuré. « Mon Dieu, vous aviez raison !» La poignée de main de Marcus a tout changé. L'atmosphère à l'hôpital s'est transformée du jour au lendemain. Je n'étais plus une curiosité, mais une prophétesse. Les infirmières me regardaient avec admiration. Le docteur Behrens m'évitait, le visage un masque de ressentiment et d'orgueil blessé. Le test était encore en attente, mais la preuve vivante, la réponse de Marcus, était irréfutable. Le lendemain matin, le docteur Hartmann m'a retrouvé près de la fenêtre de la chambre de Marcus. Il tenait une tablette et sur son visage se lisait un sourire fatigué, mais triomphant. « C'est arrivé », a-t-il dit simplement. Du laboratoire de Munich. Ils ont accéléré le processus. J'ai retenu ma respiration. Positif, a-t-il dit. Taux élevé d'anticorps contre le récepteur GABA B dans le sérum et le liquide céphalo-rachidien. Le diagnostic est confirmé. Il m'a regardé et pour la première fois, il a utilisé le titre que j'avais tant aspiré à entendre à nouveau. Vous aviez raison, docteur Bergman. Vous avez sauvé cet homme. Les larmes que j'avais retenues si longtemps ont enfin coulé. C'étaient des larmes de soulagement, de vindication, d'une joie si bouleversante qu'elle m'a fait plier. Hartmann a posé une main ferme sur mon épaule. « Commençons le traitement immédiatement. » J'ai réuni l'équipe. La deuxième réunion dans la salle de conférence était l'image miroir de la première. Cette fois, j'étais assise à la table, à côté d'Hartmann. Mon carnet était devant moi, non pas comme pièce à conviction, mais comme le texte fondateur de notre plan. Hartmann a décrit le protocole d'immunothérapie agressive.
Behrens était présent, silencieux, son rôle réduit à celui d'un observateur réticent. Robert Adler était également là, son visage froid affichant maintenant un respect hésitant. La porte s'est ouverte et une jeune femme est entrée. Elle était grande, avec la même ossature que Marcus, et des yeux emplis d'un mélange d'épuisement et de feu. C'était Lena, la fille de Marcus. Elle a ignoré tous les médecins et est venue directement me voir. « Vous êtes Anna Bergman ?» demanda-t-elle, la voix étranglée. Je hochai la tête, incapable de parler. Elle saisit mes mains, les yeux débordant de larmes. « Le docteur Hartmann m'a tout raconté. Ce que vous avez fait, comment vous avez vu. » Sa voix se brisa. « Merci. Tous ces hommes célèbres, avec leurs diplômes et leur arrogance, ils ont abandonné. Ils ne voyaient que des machines et des graphiques. Vous êtes la seule qui a vraiment vu mon père. » Elle se tourna vers Adler et Hartmann. « Je veux qu'elle fasse partie de l'équipe officielle, pas comme consultante ou observatrice, comme l'un de ses médecins, avec un accès total et l'autorité de prendre des décisions aux côtés du docteur Hartmann. C'est ce que mon père aurait voulu. » Adler regarda Hartmann, qui hocha la tête vigoureusement. « C'est entendu, Lena, » dit Hartmann. « Le docteur Bergman dirige ce cas avec nous. » Et ainsi, mon exil prit fin. J'ai été réintégré, non seulement comme médecin, mais comme pièce maîtresse du traitement le plus important de ma vie. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de travail acharné et de miracles graduels. L'immunothérapie était agressive et la convalescence de Marcus fut lente, une ascension difficile d'un abîme profond. J'étais là à chaque étape. J'étais là quand ses yeux se sont ouverts et se sont focalisés pour la première fois. J'étais là quand il a murmuré son premier mot, Lena. Et j'étais là le jour où, avec mon aide et celle d'un kinésithérapeute, il s'est tenu debout pour la première fois en près d'1 an. J'ai vu l'homme revenir. L'esprit brillant, l'intelligence aiguisée sont remontés à la surface. Mais quelque chose avait changé. L'épreuve l'avait adouci, retiré une couche d'arrogance corporative et exposé un noyau de vulnérabilité et de gratitude qu'il ignorait peut-être posséder. 3 mois après mon intervention dans la salle de conférence, je me trouvais à nouveau dans une salle de réunion. Mais cette fois, c'était le siège de Schneider Sécurité. Je portais un tailleur professionnel, pas un uniforme de nettoyage, et à la tête de la table, paraissant plus maigre, mais avec une présence indéniable, se trouvait Marcus Schneider. Il avait convoqué le conseil d'administration, Robert Adler, Lena, le docteur Hartmann et moi. « Mesdames et messieurs, » commença Marcus, sa voix forte et claire, « vous savez tous que je suis revenu d'un endroit dont peu reviennent. Les rapports disent que c'est grâce à un traitement médical de pointe, et c'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. » Il se tourna vers moi. Son regard était intense, rempli d'une émotion qui fit battre mon cœur plus vite. La vérité, c'est que je suis là grâce à cette femme, le docteur Anna Bergman. Alors que tous les experts du monde avaient abandonné, alors que je n'étais plus qu'un corps dans un lit, une perte d'actifs au bilan, cette femme, qui travaillait alors dans cet hôpital comme femme de ménage à cause de la rigidité et du manque de vision de notre système médical, a eu le courage, le génie et l'humanité de voir ce que personne d'autre ne voyait. Il prit un document posé sur la table. Je reconnus le formulaire de licenciement que l'administration de l'hôpital m'avait remis pendant mon purgatoire. Adler l'avait récupéré pour Marcus. Lentement, méthodiquement, Marcus déchira le papier en petits morceaux et les laissa tomber à la poubelle. « Votre démission est annulée, » dit-il avec un léger sourire. « En fait, j'aimerais vous proposer un nouveau poste. J'ai compris, dans ce silence, que construire des pare-feux pour protéger les données est important, mais construire des ponts pour sauver des vies est l'œuvre d'une vie. » Il regarda Lena et Hartmann, puis moi. Ensemble, nous allons créer la Fondation Schneider pour les maladies neuro-immunitaires rares et la promotion des opportunités médicales. Son but sera double. Financer la recherche de pointe sur ces maladies obscures et, tout aussi important, identifier et soutenir des esprits brillants comme celui du docteur Bergman, des personnes que le système a ignorées ou rejetées. Et, bien sûr, la Fondation aura besoin de quelqu'un pour la diriger. Il tendit la main par-dessus la table. « Docteur Bergman, Anna,
Acceptez-vous d'être la première directrice de notre fondation ?» Le silence régnait dans la pièce. Je regardais sa main tendue, le visage plein d'espoir de Lena, le sourire fier de Hartmann. La boucle était bouclée. L'ombre invisible avec un balai était devenue la dirigeante d'une institution dédiée à faire en sorte que plus personne n'ait à crier dans un silence, que personne n'était disposé à entendre. Mon rêve ne m'avait pas été volé. Il avait simplement fait un détour long et douloureux, me menant exactement là où je devais être. « Oui », dis-je, la voix ferme, la poignée de main énergique. « Oui, Marcus, j'accepte. »